C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Avis de tempête, saison 2, épisode 14. À nos compagnons, autonomie, animalisme et écologie politique. Nous qui voulons inventer d'autres manières d'appréhender la question animale, nous n'envisageons pas notre autonomie sans libérer les animaux des formes d'exploitation qu'ils subissent, sans réinventer des façons de vivre qui leur sont plus favorables. Celle-ci ne suppose pas que l'on cesse de vivre avec des animaux domestiqués, mais plutôt l'inverse, qu'on réapprenne à vivre avec eux, dans des relations d'interdépendance sans exploitation. Ce livre a donc une vocation précise, remettre la question animale au centre des luttes pour l'émancipation. Nous voulons prendre part à un large mouvement de défense des autonomies animales. Ce que nous voulons défendre grouille déjà en de multiples lieux de lutte autour de nous. Nous savons que sans perspective claire, sans politisation, sans recherche d'alliés, sans questionnement sur les autres rapports de domination, la question animale est vouée à rester un théâtre d'opposition binaire et de fantasmes où ne se jouera aucune transformation d'ampleur. Nous espérons donc, dans ce qui suit, ouvrir des portes, tracer des lignes de lutte qui donneront envie, qui permettront de ne pas choisir entre animalisme, écologie, anticapitalisme, féminisme, décolonisation. Nous voulons que ce livre invite ceux et celles qui s'y reconnaîtront à revendiquer leur façon de lutter contre l'exploitation et la domination des animaux, mais aussi que son contenu puisse être lu, partagé et débattu par des personnes aux yeux de qui la cause animale est totalement étrangère, voire hostile. Et qu'il mette à jour des possibilités d'alliance et de ralliement entre des groupes écologistes, paysans, habitants, travailleurs, syndicaux, car toutes ces luttes n'en seront que plus puissantes à prendre à bras-le-corps la question animale. Salut Shems, salut Clara, on vous reçoit aujourd'hui à Avis de tempête pour le livre Autonomie animale. Donc c'est un livre qui vient de sortir, dont vous avez participé à l'écriture. Moi je viens de le finir, donc je suis très content et assez enthousiaste à l'idée de vous poser quelques questions un peu pour voir qu'est-ce qui vous a animé dans l'écriture de ce livre. Donc voilà, est-ce que vous pouvez présenter le contexte de l'écriture de ce bouquin et un peu quel est le propos ? Parce qu'autonomie animale, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. C'est un livre qui a été écrit à plusieurs mains. C'est une écriture collective. On s'est retrouvés parce qu'on participait à des mouvements écolos, une cantine solidaire et autogérée, et puis des luttes contre les expulsions, le mal-logement, entre autres choses. Et en fait, la question animale, elle est venue se poser pour nous dans ces espaces, souvent parce qu'elle était absente de ces espaces, qui étaient par ailleurs politisés sur plein d'autres questions. Et on a fini par se retrouver entre antispécistes, animalistes, comme on veut les appeler. On était raccord sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions écolo, sur des questions féministes, anticapitalistes, décoloniales, etc. Et tout ça, c'était très présent dans la manière dont on se posait les questions animales. On avait l'impression qu'il existait un peu une sorte de stratégie très frontale, très purement antispéciste sur la défense des animaux, de leur bien-être, de leurs droits, etc. Et en fait, comme nous, on parlait aussi depuis des espaces qui luttaient contre la précarité, des espaces de lutte sociale, et des espaces où le fait de cuisiner un mafé ou un yassa pour plein de gens, c'est hyper important. Donc en fait, on parlait depuis un espace où aussi la question vraiment végane à 100%, elle entrait en contradiction avec d'autres enjeux de lutte sur lesquels on n'avait pas envie de faire des compromis non plus. Et donc du coup, c'est à partir de ça aussi, de ces situations un peu impures, j'ai envie de dire, où il y a plein de choses qui se mêlent, qu'on a eu envie qu'on a déjà beaucoup discuté et que du coup, on s'est dit aussi que ça pourrait être intéressant d'essayer de condenser ça dans un petit livre. C'est ça en fait que j'avais envie de relever. En tout cas, dès l'attaque du livre, dès le premier paragraphe, on voit, en tout cas j'étais assez content de voir qu'il y avait justement ce croisement de ces différentes préoccupations et que dès le premier chapitre d'un bouquin
sur l'autonomie animale, on parle de l'être humain et de l'animalisation de l'être humain et comment on s'en sert justement pour pouvoir inférioriser, exploiter. Enfin, justement, on voit très bien, c'est souligné comment le statut animal est celui inférieur dans lequel on va ramener les humains pour qu'ils soient exploités, tout ça. Enfin, voilà. Ça commence justement par cette thématique-là. Effectivement, on s'est dit le point de départ de la question animale, pas le point de départ historique, mais le point de départ un peu conceptuel depuis lequel on voulait réfléchir, c'était de se dire ok, mais en fait quand on parle d'animal, de quoi on parle exactement ? En fait, c'est une catégorie très large, très floue et qui reflète bien plus des rapports de force et des rapports de pouvoir qu'une réalité, par exemple, biologique, qu'une catégorie, un taxon dans les espèces, etc. Et en fait, du coup, on s'est dit, c'est peut-être intéressant de d'abord se dire, en fait, quand on parle d'animal, on parle très rarement des animaux eux-mêmes. Le plus important quand on évoque cette catégorie, ou ce concept, c'est de le discuter en miroir de ce que serait l'humanité. Donc on oppose toujours l'animal à l'humain, et du coup, l'animal, c'est ce qu'il ne faut pas être, c'est un peu le pendant négatif, le miroir un peu négatif de l'humanité, et du coup, l'humanité qui se définit à partir de quelque chose qui n'est pas l'animalité. Mais en fait, ce qu'on voulait faire, c'était complexifier un petit peu la chose, et dire non, en fait, avec ces deux catégories humain-animal, il y a une sorte de gradient et d'échelle qui permet à certains humains, et notamment des hommes blancs européens ayant du pouvoir, dans la plupart des cas, de pouvoir renvoyer certaines catégories de population aux animaux pour justifier leur exploitation. L'animalisation, ça a beaucoup été utilisé et mobilisé, ça continue à l'être dans énormément de contextes coloniaux, où en fait rapprocher des populations de groupes sauvages, où ça permet de justifier des violences coloniales ou des exactions, et que ça continue dans le racisme contemporain, dans la façon dont on va qualifier les Arabes et les Noirs en France, qu'on va les traiter de vermine. L'extrême droite fait des ratonnades, donc qui est aussi un mot qui renvoie aux petits rats. Mais ça donne un peu à voir comment ça s'est mobilisé, et c'est pas le cas simplement pour les personnes qui subissent le racisme et la colonisation, mais aussi pour des personnes handicapées, pour des personnes trans qu'on va qualifier comme des monstres. Beaucoup de mécanismes d'oppression reposent aussi sur l'animalisation, et du coup on voit bien que la question animale est fondamentalement et intrinsèquement liée à toutes les autres questions, et qu'en fait c'est pas une question séparée. On ne peut pas dire « Ah, on lutte pour les animaux, puis on lutte contre la colonisation, etc. » Tout ça s'entremêle dans des structures, dans un monde qui a une certaine forme de cohérence aussi. Et si on ne s'attaque pas à peu près tout en même temps, en fait, c'est aussi un peu vain de discuter du racisme sans discuter de l'animalisation et de la question animale dedans. On sent qu'il manque toujours un peu quelque chose, quoi. Et tout ça fonctionne parce que ça se fait sur fond de mépris de l'animalité dont les animaux souffrent eux-mêmes. Donc c'est vraiment... En fait, les animaux sont eux-mêmes animalisés, et en fait, désigner les animaux, entre guillemets, comme des animaux, ça renvoie déjà très vite à un imaginaire où, voilà, être traité comme un animal, on comprend que c'est être maltraité. Et du coup, l'une des questions qu'ouvre le livre, c'est déjà comment on peut essayer de sortir de cette opposition humain-animal, ou de parler des animaux différemment, notamment en rendant justice à ce que c'est qu'une multiplicité de formes de vie qui ont toutes leur façon propre d'être au monde. C'est intéressant de voir justement à travers le livre comment tous ces mécanismes d'exploitation sont liés en fait, et qu'effectivement on a besoin pour l'exploitation de justifier l'infériorisation, et que l'infériorisation passe notamment ici par l'animalisation. Et c'est marrant parce que c'est en lien aussi, en écho avec le deuxième chapitre, qui est celui sur la domestication. Effectivement, dans le livre, on essaye de faire un peu une sorte d'histoire un peu courte de la domestication, mais un peu pour montrer justement que la domestication qu'on a nommée dans le livre, la domestication moderne, est vraiment une forme hyper spécifique de ce qu'a pu être la domestication dans l'histoire de l'humanité. Et qu'en fait, il n'y a pas une histoire de la domestication, il y a de multiples histoires, de multiples lieux qui sont tous sauf linéaires, qui vont dans plein de sens différents. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, on prend l'exemple d'un naturaliste français, Geoffroy Saint-Hilaire. En fait, il parle de la domestication comme une prise de possession de la race par l'homme. Et que ce processus-là, c'est une soumission permanente de l'animal qui implique nécessairement la reproduction sous la main de l'homme. Donc on voit que c'est vraiment une relation qui se fait d'un sujet humain sur un objet animal sur lequel on va avoir totale prise, qu'on va maîtriser sa reproduction, la façon dont on s'alimente, qu'on va essayer d'optimiser
ses caractères génétiques et que tout ça se fait dans aussi l'émergence un peu de la zootechnie au 19e siècle, qui est vraiment un peu cette science de comment améliorer les races animales en vue d'en tirer un maximum de profit. Voilà. Et cette domestication-là qui est un petit peu c'est celle-ci qui aujourd'hui détermine l'essentiel de la carte biologique des espèces domestiquées, donc ce à quoi ressemblent des poules, des vaches, des cochons aujourd'hui, et dont on dit qu'ils sont hyper typés parce qu'on essaye vraiment de renforcer certains paramètres plutôt que d'autres, et que c'est vraiment une sorte de petit jeu de comment on va optimiser des corps en maîtrisant des processus biologiques. Bon, la domestication... Évidemment que c'est pas ça dans beaucoup d'autres histoires qu'on a pu aller chercher un peu raconter. Déjà comprendre que la domestication, c'est un phénomène, je dirais pas marginal, mais en tout cas qui n'a pas existé en tout lieu et en tout endroit. Il y a beaucoup d'endroits en Amérique, notamment en Amérique latine, où il y a eu très peu de domestication. On a retrouvé des chiens, éventuellement des sortes de faisans ou ce genre d'animaux, mais pas beaucoup plus. Aussi dans certaines régions d'Afrique ou même en Chine, où il y a très peu d'espèces domestiquées. Et en fait, quand on essaie de se comprendre pourquoi, c'est pas simplement de dire c'est des sociétés qui n'étaient pas encore arrivées à un stade de domestication suffisamment fort. C'est des sociétés qui étaient parfaitement... qui avaient leur logique propre et qui ne voyaient pas ça comme une sorte de façon de continuer un certain processus, et qui se posaient aussi des certaines limites, des limites en termes de relations. Et en fait, on sait que tel animal, dans un certain rapport au monde, en fait, il y a des sortes de barrières qui font que pour le respect de l'animal, on ne va pas aller plus loin dans la relation. Ça va être de l'apprivoisement peut-être, de la chasse aussi parfois, mais où il va toujours y avoir une certaine distance. Et tout ça nous permet de voir que l'histoire de la domestication, c'est plein d'histoires un peu fragmentaires, où en fait chaque histoire et chaque relation avec un animal a son histoire propre, et que bien souvent c'est pas simplement les humains qui vont aller chercher les animaux dans la nature pour les domestiquer, mais qu'il va aussi y avoir des rapprochements où les animaux vont eux-mêmes être acteurs. C'est le cas pour les chats, c'est le cas pour les chevaux qui avaient une grande curiosité pour les humains, c'est le cas aussi des chiens dans une certaine mesure, des sangliers, etc. Et en fait tout ça se fait dans une sorte d'ajustement où en fait les façons dont les sociétés, notamment agricoles, les premières sociétés agricoles s'organisaient, attiraient un certain nombre d'animaux. Et du coup, par exemple, au Moyen-Âge, en France, quand on parle d'animaux domestiques, on ne parle pas du tout des animaux dont on contrôle les processus de sélection, de reproduction, etc. On parle de tous les animaux qui vivent autour de la maison. Donc ça va être autant la merle et la pie qui va rentrer dans la grange que quelques moutons avec lesquels on va vivre, que le rat, que les chats. En fait, c'est la domestication comme le foyer, et en fait tous les animaux qui passent dans le foyer et avec lesquels on a une multitude de relations. Et c'était un petit peu raconter cette histoire, non pas pour dire bon il faut revenir à tel truc parce que c'était mieux avant ou quoi que ce soit de cet ordre-là, mais de dire en fait on a d'autres histoires à se raconter. Et en fait là ce qu'on constate avec la domestication, c'est que en fait c'est aussi un processus qui est encore à l'œuvre, et l'essentiel des espèces domestiquées l'ont été ces 20-30 dernières années, notamment avec le développement de l'aquaculture, le développement d'élevage d'insectes, etc. Et que c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de fuite en avant permanente, et dont on pense que c'est important de prendre du recul pour se dire attends, mais vers quoi on va, à quel point ça détermine la structure sociale dans laquelle on vit, et comment on se raconte d'autres histoires pour inventer d'autres formes de relations qui ne sont pas forcément que de l'ordre de la domestication, mais qui permettent de sortir en tout cas de ce prisme d'accaparement total de la destinée biologique et individuelle de chacun des animaux qui nous entourent. La domestication aujourd'hui, elle nous laisse un peu en héritage d'innombrables animaux qui sont atrophiés, qui ont plein de problèmes de santé, qui ont des problèmes de capacité reproductive, et qui en fait sont rendus totalement dépendants du système industriel et de la façon dont on va même pas s'occuper des animaux, mais en tout cas en prendre la charge pour qu'ils puissent finalement générer de la valeur économique et de la viande et tout un tas de produits. Et du coup, ça pose de grandes questions sur comment on fait à partir de cet héritage négatif-là. Et nous, on s'est un peu intéressé à plein d'histoires de ce qu'on appelle la féralisation,
Donc les moments où des animaux domestiques se sont plus ou moins échappés de leurs conditions de domestication pour refabriquer des sortes de sociétés animales autonomes, et du coup qui posent tout un tas de questions sur la capacité aussi des animaux à recommencer, à recouvrir des capacités pour être plus autonomes. Et en fait, plus on avance dans le processus de domestication, plus on entrave cela. Encore en France, il y a des troupeaux de chèvres qui se baladent, qui sont des chèvres qui se sont ensauvagées, les fameux chevaux Mustang qu'on regarde dans tous les films américains, qui sont des chevaux qui étaient domestiqués et qui sont arrivés sur le continent américain et qui se sont échappés. Et c'est pas toujours de belles histoires, parce que il y a aussi plein de ravages écologiques qui sont liés à ça, à des proliférations. Ça raconte quand même ça restaure un peu les capacités un peu spontanées de tout un tas de vivants qui sont capables de reprendre une certaine partie de leur autonomie. Et que nous, ce dont on voulait parler aussi là-dedans, mais là, quand il y a des animaux, par exemple d'Inde aux États-Unis, qui sont incapables de marcher, en fait, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, comment on fait quand on sait qu'il y a toujours des relations de dépendance qui sont installées du fait de comment on a transformé les animaux, mais qui peuvent aussi se transformer en relations de soins et d'attention à ce que ces formes de vie sont devenues. Et du coup, il y a un concept qu'on a repris plutôt des études un peu sur les questions d'antivalidisme, qui est celle de l'agentivité dépendante. Donc comment on peut permettre à autrui d'agir alors même qu'autrui est dépendant. Et du coup, ne pas penser, parce que le livre s'appelle quand même Autonomie animale, et l'autonomie non pas comme juste être éloigné et indépendant et pouvoir s'occuper de soi-même, mais autonomie dans les capacités à faire, qu'on soit accompagné ou non, mais dépendamment de là où on part. Et du coup, c'est aussi, on ne pense pas à la liberté ou l'autonomie au sens arrachement à des conditions matérielles ou que sais-je, ou à des formes de relations, mais comment là-dedans, même dans des relations qui sont assez complexes, avec de la vraie dépendance pour certains animaux, comment certains peuvent recouvrir quelque chose de l'ordre d'un peu d'autonomie, et comment pour d'autres, il va falloir les accompagner là-dedans, et ça nécessite d'avoir aussi des formes d'attention et de soins qui renouvelle un peu nos façons de se rapporter aux animaux. Ça nous montre aussi que la domestication, justement, elle crée des animaux hyper spécialisés qui après sont invalides dans le sens où ils ne correspondent plus à ce que leurs ancêtres étaient, et qui sont vraiment faits pour l'industrie productiviste, quoi. Mais aussi, on a de l'autre côté les êtres humains. Et je trouve chouette que dans ce bouquin, ça apparaisse. C'est-à-dire que vous mettez aussi dans la lecture de l'exploitation humaine, et tout ce processus justement qui amène des humains à participer à ça, et ce que ça crée, quoi. Quand on parle de travail, évidemment qu'on l'insère tout le temps dans une analyse, une critique du capitalisme, parce que le travail, c'est aussi une forme particulière que prend l'organisation sociale dans une société capitaliste, et qu'en fait, on est revenu aussi un peu plus loin, à se demander dans des formes presque pré-capitalistes, mais d'intensification des relations marchandes au sein des sociétés paysannes, en fait, qu'est-ce qui se joue en termes de la place que prend l'élevage dans l'économie de subsistance. Par exemple, on s'est intéressé au Limousin, notamment au XVIIIe siècle, et du coup, on voit qu'entre 1750 jusqu'à la Révolution en 89, un endroit où c'est un pays de petite culture, donc des choux, des légumes racines, des raves, et en fait, avec la centralisation de plus en plus forte de l'État, et la capacité de l'État à imposer, à demander l'impôt à des paysans, en fait, on voit comment ça reconfigure une partie de la subsistance qui doit s'orienter vers quelque chose qu'on est capable de marchandiser. Parce qu'en fait, quand on fait tout soi-même, qu'on fait son propre bois, qu'on fait sa propre huile, l'argent, on en a pas tellement besoin, quoi. En général, on est quand même sous l'égide d'un seigneur à qui on refile ce qu'on produit. Donc, c'est pas pour dire les sociétés paysannes du 19e siècle, c'était chouette, 18e. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a une reconfiguration au moment où la monnaie et l'argent rentrent en compte. Et du coup, là où il y a toujours eu des moutons, la place des bovins, elle était quasiment inexistante. Et dans les années 1780, en fait, on a à peu près 25% de la viande qui est consommée à Paris qui provient du Limousin. Et à Paris, on mange en moyenne par habitant 72 kilos de viande, là où dans les campagnes, on en mange 17. Donc c'est vraiment le début d'une production qui est non plus faite pour la subsistance des sociétés paysannes et des paysans, paysannes elles-mêmes, mais qui s'orientent vers les villes et qui ont toujours ce truc d'aller nourrir les villes. Et du coup, on voit que c'est bien la place de l'économie et du fait qu'il y ait
des gens qui viennent imposer quelque chose de l'extérieur, que ce soit la monarchie à ce moment-là et que ce soit le capitalisme et du coup le capital plus tard, qui va reconfigurer la façon dont le travail s'organise, jusqu'à avoir, et là c'est un peu le climax de ça, le début des abattoirs au 19e siècle aux États-Unis, et où en fait c'est aussi là où s'élabore le début du travail à la chaîne, dont Henry Ford s'inspirera beaucoup, et où en fait on n'a plus des éleveurs qui éventuellement font un peu tout eux-mêmes et tuent leurs bêtes sur place, mais tout un tas de séries de postes très spécifiques qui vont intensifier toujours plus le travail. Donc on est sur des cadences totalement infernales où on a plus de 90% des travailleurs, travailleuses en abattoir, mais surtout travailleurs, parce qu'il y a assez peu de femmes aussi là-dedans, qui ont des problèmes d'articulation, qui ont des troubles musculo-squelettiques, comme on les appelle. Et voilà, et ce qu'on essaie de dire, voilà, il y a beaucoup de travail au noir aussi là-dedans. C'est toujours exploiter ceux qui sont le plus dans la merde. Mais il ne faudrait pas se tromper d'ennemi. Toutes les personnes précaires qui se retrouvent à travailler dans ces lieux de violence systématique envers les animaux n'y sont pour rien. On ne travaille jamais dans un abattoir par vocation. On n'y choisit pas les cadences, les gestes, les pratiques. Tout cela est déjà pensé par des ingénieurs et imposé par des patrons qui, eux, ne se salissent jamais les mains. Les cadences sur les chaînes de travail en abattoir sont extrêmement élevées. En moyenne, on tue 50 bovins par heure. Des alarmes retentissent continuellement pour annoncer le déplacement du corps d'un bovin d'un poste à l'autre et permettent d'être en rythme sur la chaîne. Cette sonnerie annonce par exemple, selon le poste, une prochaine bête à étourdir, à saigner ou une carcasse à dégraisser. Un tel rythme ne permet pas non plus de s'assurer que le travail soit bien fait. Il présume qu'il n'y aura aucun débordement. Or, il y en a. Les ouvriers doivent en effet tuer des animaux qui ne veulent évidemment pas mourir. Les animaux sont souvent stressés et stressent les autres à leur tour. Ils tentent de reculer dans les impasses où ils se trouvent, repoussent les contentions. Ils se rebiffent, refusent d'avancer, se débattent, tentent parfois de s'échapper. Des employés sont là pour essayer de les rediriger à l'aide de décharges électriques. Par ailleurs, les employés sont censés respecter des normes de bien-être animal, en même temps qu'ils doivent trouver un moyen de tuer les animaux dans les délais établis par l'organisation du travail. Face à ces injonctions contradictoires, il n'est pas étonnant que des employés craquent, ne respectent pas les procédures, voire qu'ils violentent des animaux pour décharger leur stress. Certains employés disent s'habituer, c'est-à-dire mettre en place des stratégies défensives inconscientes pour ne pas percevoir la souffrance occasionnée. En réalité, on ne s'habitue pas. Geoffroy Le Guichet le rapporte dans son livre Enquête Steak Machine, où un employé lui livre que si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, tu tiens pas à l'abattoir, tu craques. Nous pourrions ajouter à cela les médicaments contre la douleur et pour les nerfs, dont les employés sont fréquemment consommateurs. S'habituer, ce n'est pas devenir insensible, c'est s'adapter, malgré soi, à ce qui est demandé parce que l'on n'a pas d'autre choix. Le rythme de l'abattoir, nous dit le journaliste, engendre la maltraitance animale et humaine. Les deux sont indissociables. Nous pensons qu'une stratégie de lutte animaliste pertinente a besoin de se montrer solidaire des travailleurs et travailleuses et de participer à leur lutte si jamais elle venait à se manifester. Les grèves sont rares en abattoir, mais pas non plus inexistantes. Peut-être devons-nous participer à les amplifier, à les sortir d'un enjeu de secteur et d'en profiter pour questionner plus largement ce que le capitalisme fait aux travailleurs et aux animaux. Tout ça, c'est lié à la relation justement avec ce qui se passe mondialement. C'est-à-dire que ce que montre bien le livre aussi, c'est qu'il y a ce processus de carnisation. Vous dites, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, la viande n'a pas toujours eu la même place dans l'histoire des sociétés. Et que c'est aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une relation vraiment de courroie de transmission entre le processus industriel, l'industrialisation de la mort des animaux, de leur domestication et tout ça, et ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que partout sur toute la Terre, tout le monde veut voir de la viande tous les jours dans son assiette. Mais ça, c'est intrinsèquement lié aussi au processus d'exploitation, au système capitaliste, et notamment à travers la colonisation aussi, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ici aussi, il y a un processus de carnisation intense, même si on a l'impression que la tradition française a toujours été faite de viande. Ben non. En tout cas, vous posez d'autres éléments. De plus en plus dans les assiettes, les produits animaux prennent une place forte, ce qui n'a pas toujours été le cas, et pas seulement pour des raisons économiques. Et en fait, par exemple, on a une amie brésilienne qui nous a raconté que en fait, la colonisation européenne et l'accaparement des terres massif qui a été fait dans tout le Brésil est aussi très lié en fait à l'apport de bétail par les Européens, et qu'en fait, une manière de coloniser et d'avancer dans les terres, ça a été aussi de s'appuyer sur
sur l'élevage et sur l'élevage de bovins. Aujourd'hui, le Brésil, c'est un des plus gros producteurs de viande et d'exportateurs de viande au monde. Et pour autant, on voit quand même que dans la plupart des plats, et ça continue encore aujourd'hui, il y a des haricots rouges, du riz, du maïs. Et en fait, ces 3 plantes-là, ensemble, elles fournissent énormément des apports dont on a besoin au quotidien. Dans les plats traditionnels ou même tous les plats aujourd'hui, il reste ces ingrédients-là qui sont un peu des traces de ce qui se faisait autrefois. Et du coup, c'est pas pour dire la colonisation, les Européens ont inventé la viande, etc. C'est pas le cas. Mais par contre, la diffusion d'un certain mode de vie sous l'impulsion de la colonisation et tout ce qu'elle a déterminé ensuite, ça a participé en fait à massifier l'usage de la viande dans tous les plats, et ça en a fait aussi un aliment supérieur. Il y a des témoignages de colons qui s'étonnent en fait du peu de viande qui est consommée dans les territoires où ils arrivent. Parce qu'ils trouvent ça un peu arriéré en fait. En Afrique de l'Ouest, c'est un peu pareil, tous les plats, le mafé, etc. En fait, il y a beaucoup de plats qui en fait sont des noms de plantes, portent le nom des plantes qui étaient en fait l'ingrédient majoritaire de la sauce qu'on mangeait avec le féculent qui allait avec. Et donc en fait, c'est aussi des témoignages un peu il reste beaucoup de traces aujourd'hui du processus qui fait qu'aujourd'hui il y a de la viande partout. Ça n'a pas complètement effacé ce qu'il y avait avant. Et on voit bien que en fait, c'est aussi des sources un peu d'inspiration. Et justement, oui, voilà, ça fait le lien aussi avec cette histoire de véganisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente le véganisme comme quelque chose de complètement hors sol, quasi une mode. En plus, ça tombe bien pour les détracteurs, évidemment. Ça correspond avec l'évolution nécessaire, ou possible en tout cas, pour l'industrie agroalimentaire qui maintenant commence à remplir nos supermarchés de tous les ersatz végétaux à la viande. Et du coup, on aurait l'impression que le véganisme ne correspond à rien, alors qu'en fait, justement, si, en fait, il y a en tout cas toute des choses à retrouver. Le véganisme a une histoire. Il a une histoire dans plein d'endroits. Il a une histoire dans beaucoup d'endroits qui sont non occidentaux. Mais peut-être, je pourrais en parler un petit peu plus aussi. Il a une histoire, rien qu'en France, en fait, on voit qu'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, effectivement, la viande, c'est dans tous les plats traditionnels. On va au bistrot, cuisine française, il y a forcément de la viande dans chaque plat. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On comprend que les traditions, c'est pas forcément le reflet de ce qu'on a toujours fait avant. En fait, il faut regarder la tradition comme quelque chose qui a été en partie fabriqué au service de différentes choses. Et ça peut être notamment au service d'une certaine industrie, de certains lobbies, de labels de territoire. C'est à des moments précis où la viande est devenue un peu un aliment de luxe. Par exemple, le moment où les droits de chasse deviennent très encadrés, et donc en fait les paysans n'ont plus le droit de chasser sur les terres des seigneurs, etc. Que la viande devient associée à un produit de luxe. Un luxe qui est fabriqué par des interdictions, par ailleurs, ce qui est important de le savoir. Et en fait, ça prend un peu cette coloration d'aliments supérieurs. C'est-à-dire qu'un plat sans viande, c'est un plat auquel il manque quelque chose. Et ça, c'est vraiment un signe de la carnisation. Quand on regarde dans le sud-est de la France, l'alimentation provençale ou méditerranéenne, elle est quand même sensiblement moins carnée. Et on a des plats qui restent aujourd'hui végétariens, ou voilà, donc la ratatouille, les tianes de légumes, la soca, les fougasses, et encore de la consommation beaucoup de noix, de tomates, et donc cuisiner avec des herbes pour leur donner un goût. Il y a tout un savoir-faire autour de ça. Et puis c'est plus souvent à l'huile d'olive qu'au beurre. Du fait de ces héritages, aujourd'hui, on a tout plein de traces, tout plein de savoir-faire, de plats, de choses délicieuses. Ça, c'est aussi une assise, c'est tout un héritage duquel on peut s'emparer, et qui a beaucoup plus de chances aussi de résonner avec d'autres enjeux. C'est intéressant ça parce que, par exemple, aujourd'hui, en France, il y a une consommation de légumineuses complètement ridicule. Enfin, je veux dire, c'est en grammes quoi, par personne, par année. C'est un truc délirant. Alors que, il y avait la lentille du Puy, il y avait une grosse présence des légumineuses, mais c'est la même chose en Amérique latine. Quand on est arrivé en France, ma mère nous préparait toujours les plats traditionnels de sa campagne, parce qu'elle vient de la campagne, avec plein de choses hyper différentes, un gros mélange de légumes, céréales, on mangeait vraiment les haricots avec les pâtes, tout était mélangé avec de la courge, vraiment des trucs qui font bondir tout nutritionniste aujourd'hui, diététicien, et c'est marrant parce que quand j'en reparle avec le reste de la famille qui restait au pays, ils disaient « Oh mais là, ça c'est du folklore ».
Enfin, il y a vraiment une standardisation totale de l'assiette, avec évidemment, comme tu dis, le poulet chinois ou le poulet américain, parce que ça sert aussi des intérêts de commerce mondiaux. C'est-à-dire aujourd'hui en Amérique latine, qu'est-ce qui arrive comme produit de base de mauvaise qualité, mais vraiment issu de l'industrie alimentaire la plus deg, c'est des produits des États-Unis, de la Chine. Enfin, il y a vraiment un asservissement par la nourriture et un asservissement qui est lié à un appauvrissement. Là-bas, justement, une des luttes paysannes, mais c'est ce qu'avait dit la camarade du MST, c'était retrouver l'alimentation avec les produits qui se sont perdus, que maintenant on ne donne que aux cochons, mais qu'avant dont les gens se servaient pour se nourrir. Enfin, vraiment, ça fait partie des luttes paysannes d'autonomie alimentaire que moi j'ai vu en Colombie, en Équateur ou à d'autres endroits, mais c'est ce qu'elle racontait au Brésil aussi, de retrouver les aliments qui étaient perdus, qu'il y a 100 ans, tout le monde mettait dans son assiette et qui aujourd'hui sont remplacés par du riz et de la viande. Les manières de se nourrir sont vectrices d'un rapport aux autres et au monde non humain, et c'est précisément pour cela qu'elles nous intéressent. Nous ne voulons pas d'une révolution qui efface tout le rituel, le familier, le spécifique, mais au contraire qui le multiplie. Ce que nous proposons n'est pas une croisade absolue contre la tradition, mais l'instauration de nouvelles pratiques. Beaucoup des mouvements politiques qui sont parvenus à transformer des espaces ne l'ont pas fait en débattant ou en votant, mais en créant une culture matérielle au fil de la lutte, une pratique de résistance quotidienne. Nous voulons que les luttes contre l'exploitation animale, mais aussi toutes les formes de lutte sociale et écologiste, puissent participer à renverser le processus de carnisation, en se dotant de nouvelles pratiques d'autonomie conviviale, qui ne reposent pas sur l'exploitation animale. Par convivialité, nous entendons non seulement qu'elle soit collective, mais surtout, au sens d'Ivan Illich, qu'elle soit largement appropriable et accessible, qu'elle ne soit pas contrôlée par en haut, ou encore que la production demeure suffisamment mesurée pour ne pas devenir aliénante ou écraser toutes les autres. Que faire alors de la tradition ? Ce terme renvoie à quelque chose de figé et d'invariable, donc nécessairement détaché de son contexte. Nous lui préférons le terme de coutume, qui désigne ce qui s'instaure par la pratique. Les coutumes ne sont jamais exécutées à l'identique, mais elles font appel à une forme d'expérience et de transmission. Elles ne peuvent pas être figées dans le marbre, tout simplement parce que la vie ne l'est pas. C'est donc une manière de créer des pratiques qui convient mieux à ce que nous voulons, des communautés de vie autonomes, en mouvement, et aussi horizontales que possible. Ces coutumes peuvent être de toutes sortes. Cantines véganes, soupes populaires, récoltes et cueillettes, célébration des naissances et des morts non humaines, et autres pratiques ritualisées. Sauf qu'elles ne célébreront pas une victoire sur les mondes animaux, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt l'invention de nouveaux rapports avec eux, la fragilisation du système spéciste, le grain de sable jeté dans l'engrenage. Dans le bouquin, à un moment, on parle aussi d'afro-véganisme et du coup de personnes qui, justement, disent non, le véganisme n'est pas un truc de blanc, il faut qu'on retrouve dans nos histoires et dans nos héritages les différentes façons qu'on avait de cuisiner des plats qui étaient aussi composés de ce qui nous entourait. Et en fait, ça naît aussi depuis le constat de ce qui est appelé aux États-Unis le nutricide, qui consiste en fait à donner la pire malbouffe, notamment aux personnes racisées et les personnes des quartiers populaires américains, où en fait il y a une consommation de viande totalement délirante et qui est hyper mauvaise pour la santé et qu'en fait intoxique pour de vrai tout un pan de la population. Et du coup, c'est aussi, il y a aussi ce truc qu'on entend souvent, mine de rien, quand on discute avec des personnes véganes, c'est en fait, le véganisme, on a l'impression que c'est ce truc où c'est du fromage à la noix de cajou ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est beaucoup de gens qui arrivent à nouveau à cuisiner et à se remettre un petit peu à ça, et dans des perspectives d'autonomie, et éventuellement à cuisiner ce qu'il y a autour de toi. Et du coup, c'est pour ça que nous, on déforme pas tant le véganisme dans le bouquin que le véganisme populaire. Et ce qu'on entend par véganisme populaire, c'est un petit peu faire en sorte de rendre disponible et accessible à toutes et tous une base d'alimentation végétale qui est liée à des perspectives d'autonomie, notamment alimentaire, et qui rompt totalement avec une sorte d'accaparement industriel de la question végane, avec tout un tas de produits ultra transformés qui ne résolvent en rien les problématiques auxquelles on s'attaque et qui sont aussi des nouveaux fronts de colonisation avec les produits qui sont un petit peu estampillés vegan et qui sont rendus un peu sexy par l'industrie. Et qui font des ravages là-bas parce que les gens se mettent à faire des monocultures de trucs qui savent que ça marche bien en Europe. On a besoin de noix de cajou, il faut aller voir ce que c'est une production de noix de cajou ailleurs. Enfin, je veux dire, on continue le mécanisme de colonisation, mais d'une autre manière.
ça fait le lien avec le fait que là, il y a un chaînon manquant, c'est-à-dire que c'est bien beau de parler de tout ça, mais il faut s'y mettre. Enfin, je veux dire, il faut que l'agriculture paysanne reprenne de la place avec toute sa diversité, justement toutes les possibilités que donnent les territoires, mais pas simplement la vache limousine, en veux-tu, en voilà, mais et le roquefort, mais aussi voilà, avec toute sa diversité de légumes et d'alimentation végétale. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ancrage assez fort, en tout cas assez visible, des questions animales dans les espaces de production alimentaire. Pour un mouvement un peu conséquent, un peu fort, qui fasse vraiment bouger des choses, qui ne fasse pas juste alimenter le débat autour de comment nous cohabitons avec des animaux, c'est qu'il faut un mouvement de personnes qui ont envie de s'emparer de ces questions paysannes. Il y a aujourd'hui un espèce de fossé entre les gens qui mangent et les gens qui produisent, et que en fait c'est hyper spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui produisent, il y a 3% de la population qui produit à bouffer pour tout le reste, et ça en fait c'est une situation aussi qui rend la transformation animaliste ou que sais-je impossible, parce qu'on est dans une situation où il faut produire pour être rentable, et en fait on ne produit pas pour manger nous-mêmes et nourrir les gens autour de nous. Derrière le fait de se remettre un peu à produire, ou en tout cas à être proche de la production, et ben il y a aussi un rapport au monde qui s'invente, qui se réinvente. Ouais, je voulais juste rebondir sur le fait de ce rapport au monde, parce que moi je vois vachement ce truc là, on est complètement hors sol. Il y a ceux qui produisent, ceux qui mangent, enfin avec un espèce de processus industriel dégueulasse au milieu. Il y a une déconnexion totale, et j'aime beaucoup cette idée de se réancrer, de reproduire, parce que ça recrée des relations, et t'as fini ta phrase comme ça recrée des relations entre nous, avec ce qu'on mange, mais aussi avec les animaux. C'est-à-dire que dans votre livre sont posées des pistes aussi de relations, enfin je veux dire, il y a de ressortir de ce schéma existant aujourd'hui, ici, de notre relation vraiment dans des cases, l'animal domestique, l'animal qui va être servi, qui est là pour produire, l'animal qui travaille, l'animal qui est nuisible, l'animal qui est gibier, l'animal qui est sauvage. Voilà, de réinventer justement la relation entre les êtres humains et les animaux. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on essaie de défendre sur la fin du bouquin, où en fait cette idée de réussir à finalement tenir proche ce qui nous fait vivre, d'une certaine façon, c'est aussi réaménager, réagencer un petit peu toute la façon dont on se rapporte au monde, et où on se dit en fait la violence qui est exercée envers les animaux aujourd'hui n'est possible que du fait de l'éloignement un peu radical qu'il y a entre la production et la consommation, et du coup où c'est la logique économique qui gouverne tout ça. Et du coup, plus on travaille à casser ces trucs-là, plus on envisage d'autres choses, et plus il y a des gens qui s'occupent et qui travaillent à la subsistance, plus on imagine que la place de la viande, de l'élevage et de la violence envers les animaux se réduira. Ce qu'on a un peu creusé, notamment dans les histoires de domestication, c'est que l'essentiel des peuples qui ont commencé à domestiquer des animaux ou sont rentrés dans une sorte de relation un peu de cet ordre-là, se sont toujours dotés d'un mythe fondateur, qu'il fallait toujours réussir à justifier d'une certaine façon une sorte de violence ou de prise de vie que d'une certaine façon on n'arrive pas à expliquer autrement. Et toujours dans une forme de réciprocité, en fait, s'il n'y a pas de contre-don pour les animaux, en fait, il n'y a rien qui est possible. Moi, je dis pas qu'il faut venir à ça, je dis simplement que le fait de tenir proche les choses fait qu'on ne peut pas reconstruire des échelles de violence qui sont liées à voilà, en fait, juste notre dépossession des terres, des savoir-faire et la distance qui s'installe entre nous et les animaux. Et cette distance-là justifie et rend aveugle à toutes les pires violences. Et du coup, ça nous amène aussi à réfléchir à la question du sauvage. Et justement, c'est là où on essaie de faire un peu différemment que disons l'antispécisme un peu habituel. C'est de dire, en fait, ça, c'est des questions éminemment écologistes, parce qu'en fait, ça traite des réseaux de dépendance vitale dans lesquels on est pris, et dans lesquels on voudrait être pris si on arrive à engager les transformations qui nous paraissent intéressantes, et où en fait à ces endroits-là, la frontière du sauvage et du domestique, elle est de plus en plus poreuse. Moi j'aime bien parce que vous lancez la piste du compagnonnage. Quelle relation on peut avoir ? Enfin je veux dire, non, c'est pas nous qui avons besoin d'eux et puis on les prend, on les utilise. Il y a une espèce de relation mutuelle. En fait, aujourd'hui, les relations qu'on a aux animaux, elles sont hyper pauvres. Déjà, l'essentiel de la relation humain-animal, elle se joue en élevage industriel et en abattoir. Il faut quand même rappeler ce truc-là. Et ensuite, toutes les tentatives un peu différentes, elles sont toujours prises un peu dans une même logique de reproduction, d'élevage, de production au final, et de rapport aussi très instrumental à chacun des êtres vivants qui doit toujours occuper une fonction bien précise, que ce soit l'animal de rente, l'animal de compagnie, etc. Et du coup, nous, ce qu'on propose avec cette idée de compagnonnage, c'est d'ouvrir à une sorte de multitude d'enquêtes, toujours très spécifiques, liées à des territoires, à une géographie particulière, à des relations particulières, dans lesquelles s'inventent autre chose, et on sort
de la dimension toujours très fonctionnelle de chacun des animaux. Il y a plein de finesses à explorer qu'on ne connaît pas. On est complètement dépossédé, en fait. On est complètement dépossédé de toutes ces possibilités. Forcément, il va y avoir à tâtons une espèce de reconstruction. Et c'est pas la reconstruction d'une relation avec les chevaux. Non, c'est vraiment la prise en compte aussi que les animaux sont des individus et que la relation, elle va peut-être se faire comme nous, entre êtres humains, par individus. Enfin, je veux dire, et que selon les situations, le contexte, plein de choses qui nous alimentent. L'histoire de la domestication ne se réduit pas à une vaste entreprise d'asservissement visant à transformer les corps animaux pour les mettre au service de l'espèce humaine. L'idée de domestication est le produit et le reflet d'une époque au cours de laquelle la maîtrise humaine sur les existences animales s'est incroyablement raffermie et renforcée. Le terme domestication est donc lui-même chargé de connotations qui nous renvoient à cette domination passée et présente. Nous ne voulons pas penser et agir comme des domesticateurs envers les animaux. Nous aimerions au contraire être pour eux et qu'ils soient pour nous des compagnons. C'est pourquoi nous proposons d'appeler compagnonnage les relations non oppressives et mutuellement bénéfiques forgées avec les animaux, entretenues d'une génération à l'autre, à travers un processus permanent d'adaptation réciproque. Pour établir de telles relations de compagnonnage, il nous faut prendre acte des responsabilités historiques que l'on a envers les animaux sursélectionnés et dépendants de nous. Nous ne partons pas d'une page blanche.